Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de l'observation comme outil de régénération massive. Voilà, j'espère que tu vas bien. On va encore prendre le temps d'aller en profondeur dans un sujet important en permaculture qui est l'observation, qui est la première étape quand on veut faire un design, un aménagement en permaculture, qui est d'ailleurs une étape sur laquelle on revient régulièrement et qu'on va pratiquer toute l'année, l'observation de la nature, l'observation du jardin et de plein de choses. Et dans cet épisode, donc, on va parler de ça. On va parler de pourquoi c'est bien. On va parler de ce que ça va t'apporter si tu pratiques l'observation. On va voilà, essayer d'avoir un œil ajusté. On va aussi parler de l'importance de changer sa perspective. Et pourquoi l'observation aussi, ça va t'aider à changer de perspective. Et après, dans une deuxième partie, on parlera plus des solutions, comment mettre en pratique l'observation dans ton quotidien, euh, sans que ça, euh, sans que ça te prenne trop de temps non plus, parce que voilà, on n'a peut-être pas forcément le temps à consacrer, on n'a pas forcément plus de temps à consacrer à son jardin ou à aller se promener dans la nature, par exemple. Donc voilà, on va avoir des petites astuces pour te donner quelques pistes pour te rapprocher de la nature naturellement. Donc, on est parti. On va parler donc de canaliser l'énergie de la nature. Voilà, euh, juste le fait de comprendre le désir de la nature, c'est ça qui va te permettre de, de mieux jardiner, de mieux aménager ton jardin, de mieux, voilà, de pouvoir ralentir l'eau sur ton terrain ou ton balcon, hein. On parle toujours de jardin en général. Donc c'est ce qui va te permettre de ralentir l'eau, ça va te permettre de stocker l'énergie du soleil, ça va te permettre de faire toutes ces choses-là. Bill Mollison, il explique la permaculture. C'est en gros, il faut imaginer qu'on crée un système, et dans ce système, on va créer un maximum d'éléments dans lesquels, et ces éléments, ils vont devoir, juste, leur seul et unique but, de manière synthétique, imagée, tout ça, leur seul et unique but, en fait, c'est de stocker l'énergie qui traverse ton terrain. Donc, plus tu comprends la nature, plus tu comprends le désir de la nature, plus tu comprends pourquoi la nature, elle va, entre guillemets, dépenser son énergie, bah, plus tu vas pouvoir la canaliser sur ton jardin et le rendre durable, résilient et tout ça, et faire de la permaculture, quoi, finalement, parce que c'est ça la permaculture, quoi. Bref, donc en gros, tu vas pouvoir ralentir l'eau, tu vas pouvoir stocker l'énergie du soleil, tu vas pouvoir ralentir et rediriger le vent, tu vas pouvoir déceler des lignes de désir. Alors les lignes de désir, ça va être les chemins qui vont naturellement se former. Par exemple, imaginons que tu as une prairie verte, et si tous les jours tu as un animal qui emprunte un chemin sur cette prairie, bah, au bout d'un moment, le chemin, il est visible. Et c'est ça en gros les lignes de désir, et c'est aussi une énergie qui traverse ton terrain et que tu dois aussi comprendre et canaliser pour que tout se passe bien. Et tu vas pouvoir aussi créer des associations végétales, tu vas pouvoir aussi dessiner les zones de culture en imitant les modèles de la nature, en imitant oui, les formes de la nature, les modèles de la nature. Tu vas pouvoir faire plein d'autres choses, découvrir des zones aussi microclimatiques sur ton jardin, etc., etc. Et donc ça, c'est la base de la permaculture. Et tout ça, en vrai, voilà, ça va te permettre d'avoir l'œil ajusté. Et après, une fois que tu as l'œil ajusté, bah, en fait, les choses elles vont se faire naturellement. Moi, pour prendre mon exemple, là, il n'y a pas longtemps, là, je faisais une petite rando. Et je passe toujours à un endroit où il y a comme un croisement de quatre chemins, quoi, voilà, un gros, comme un rond-point, quoi. Et bah, au milieu de ce chemin, il y a toujours une grosse flaque d'eau, même s'il n'a pas plu depuis un petit moment, il y a quand même de l'eau. Et tout le temps, bah, voilà, on voit qu'il y a des motos ou des quads qui passent dessus. Et je me dis que c'est dommage parce que finalement, c'est la nature, naturellement, elle fait en sorte qu'il y ait cette flaque d'eau tout le temps. Voilà, l'eau, elle se rejoint là et puis elle reste stockée là. Et je me dis, il suffirait en fait juste de faire en sorte de clôturer, entre guillemets, cette petite flaque d'eau sur un certain périmètre. Et pourquoi pas essayer.
à creuser un peu pour avoir un peu de profondeur, parce que bon, une mare, il faut quand même de la profondeur pour qu'elle soit un minimum équilibrée. En ce qui concerne la biodiversité, la régulation de la biodiversité, de l'écosystème, il faut quand même une profondeur de au moins 1,20 m, voire plus, pour pouvoir avoir différentes strates dans l'eau. Mais bon, on va pas aller dans les détails là-dessus. Et en gros, il me disait, voilà, il suffirait juste, finalement, de creuser un peu, faire en sorte que ils mettent une petite barrière ou un truc pour que les gens savent que finalement, faut pas aller euh, déranger l'écosystème. Et finalement, bah voilà, on créerait une mare hyper facilement. Et voilà, et du coup, c'est ça que ça permet de comprendre. Le fait d'avoir l'œil ajusté, bah voilà, ça me permet, quand je me balade dans la nature, bah, en fait, il y a plein d'informations comme ça qui vont me venir et je vais pas seulement voir une grosse flaque d'eau euh, jonchée par les pneus du quad ou les pneus de la moto, mais voilà, une potentielle future mare naturelle où on pourrait, où les grenouilles et les salamandres pourraient venir se reproduire, les libellules, etc. Et finalement, voilà, ça permet ça en fait, ça permet de voir la nature différemment, avoir l'œil ajusté comme je dis. Et parce que la plupart des gens en fait, quand ils regardent la nature, ils voient, bah voilà, bah, cet arbre il est joli, celui-là il est moins joli, là c'est beau, là c'est moins beau. En fait, on va tout le temps avoir une vision esthétique de la nature. Et si toi, tu veux comprendre comment elle fonctionne, pour pouvoir l'aménager dans ton jardin, canaliser l'énergie, bah, il faut que tu t'intéresses à comment elle fonctionne justement. Et pour ça, tu vas observer le nom, tu vas essayer de trouver le nom d'une plante, tu vas voir une abeille, tu vas aller voir plus près, voir c'est quoi ses couleurs, tout ça, tu vois. Tu vas aussi voir une fleur, bah, tu vas aller sentir l'odeur de la fleur, tout ça. Et en fait, petit à petit, si toi tu commences à comprendre, bah là, tu vas pouvoir, enfin, à t'intéresser à la plante. Bah, si tu t'intéresses donc à la nature, tu vas pouvoir commencer à comprendre comment elle fonctionne, comment la canaliser au final. C'est ça en fait qu'on veut dans l'œil du jardinier ou du permaculteur. En gros, c'est ça, c'est vraiment avoir euh, des informations comme ça qui te viennent à toi et non. Et au début, il faut d'abord aller faire l'effort d'aller chercher l'information. Et après, une fois que tu connais des choses, bah voilà, tu vas petit à petit voir la nature différemment et tu vas pouvoir comprendre plein de choses et aménager ton jardin. Bon, j'espère que c'est un peu pas trop le fouillis, mais voilà, l'idée elle est là, c'est vraiment comprendre la nature. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les plantes, je parle souvent des plantes, mais il n'y a pas que les plantes qui nous donnent des informations aussi sur la nature. Il y a sur le paysage surtout, il y a aussi les animaux, comme par exemple, il y a une truite qui, quand on voit la présence de cette truite dans une rivière, je crois que c'est la truite Fario, un truc comme ça, et ben on sait que la rivière, elle est en bonne santé. C'est un indicateur, un bio-indicateur de bonne santé de la rivière. Parce que les truites, cette truite en particulier, elle est très sensible aux perturbations physiques et chimiques. Et donc, s'il y a des polluants ou des choses qui sont pas très naturelles, entre guillemets, dans la rivière, et ben la truite, elle sera pas là, quoi. Donc si elle est là, ça veut dire que la rivière est bien. Donc voilà, il y a pas que les plantes qui nous donnent aussi des informations, il y a aussi les animaux. Et donc tout ça, ça va nous servir, ça va te servir à changer ta perspective, changer ta vision des choses, ton contexte, ouais, ta perspective. Et comme tu l'imagines, tout ça, ça prend du temps, parce qu'il y a, en plus c'est infini, quoi. On pourra jamais, tu sauras exactement comment fonctionne la nature, personne ne le sait vraiment. Mais tu vas petit à petit comprendre et ça prend du temps. Ça prend du temps parce que euh, déjà, on va en revenir encore à un exemple en rapport avec les végétaux, mais déjà, une plante, quand tu vas apprendre les plantes par exemple, bah en fait, déjà, la première chose, c'est que c'est plus facile d'apprendre une plante dans la nature, enfin d'apprendre à reconnaître les plantes en s'exerçant dans la nature concrètement que dans les livres. Parce que dans les bouquins, en général, on va avoir une photo de la plante où elle va être vraiment dans son plus bel aspect. On va voir les feuilles, on va voir les fleurs, les graines. Et en fait, on va pas, on va voir une image
de la plante, mais pas vraiment ce qu'elle est dans la réalité. Alors que dans la réalité, quand tu vas voir une plante, bah déjà, tu vas la voir à différentes périodes de l'année. Tu vas pas forcément la voir au moment où elle est en fleur, tu vas pas forcément la voir quand elle est en graines ou quand elle est quand les feuilles sont tombées ou même quand elle aura disparu. Voilà, l'hiver, il y a plein de plantes qu'on voit pas, mais les racines sont là, quoi. Et après, elles ressortent au printemps. Et en fait, voilà, les plantes, elles ont tout au long de l'année différents stades d'évolution, différents stades de différents aspects. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est hyper long d'apprendre les plantes parce qu'en fait, euh, elles quelle que soit la période où tu vas l'observer, elle sera quasiment unique à ce moment, à cet instant T. Et du coup, voilà, après, à force de l'observer, au bout de plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années, bah, tu vas être capable de la reconnaître à différents endroits, à différentes périodes de l'année. Mais voilà, en général, tout ce qui est en rapport avec l'apprentissage de la nature, tout ça, ça prend du temps parce que justement, on est, du moins en Europe, tout ça, on est soumis aux différentes saisons. Et du coup, la plante, voilà, elle a différents aspects tout au long de l'année. Mais voilà, ça vaut quand même le coup de prendre ce temps d'apprendre, de prendre oui, ce temps d'apprendre, d'observer, de, de déceler quels sont les secrets de la nature, entre guillemets. Et d'ailleurs, ça me fait penser à... En gros, moi, j'ai ma kiné. Moi, je vais voir une kiné depuis quelques années, là, voilà, pour des soucis personnels. Pour faire des exercices, enfin, pour faire euh, des exercices au niveau du dos. Voilà, je vais pas raconter ma vie, mais en gros, voilà. Et en gros, cette kiné, donc ça fait déjà quelques années que je vais la voir. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc c'est son métier, en fait, c'est à longueur de journée, d'être en contact avec le corps humain, avec le corps humain. Elle est en interaction constante avec le corps humain. Elle fait des massages, elle fait des choses comme ça. Elle touche des endroits douloureux, des choses comme ça. Et du coup, bah, petit à petit, elle apprend, elle développe comme ça, en allant chercher comme ça, en allant chercher des informations sur. Voilà, elle a fait des études, elle a sûrement des bouquins qui vont expliquer, bah là c'est telle articulation, là c'est tel muscle, là c'est tel os, là c'est le. Voilà, ce- à cet endroit du corps on fait tel mouvement. Et en fait, en sachant tout ça et en pratiquant chaque jour comme ça, à toucher le corps humain, à comprendre comment il fonctionne, en fait, elle a développé une perspective unique du corps humain. Elle voit pas comme nous le corps de la même façon. Elle sait comment il doit naturellement bouger, il doit naturellement être les postures naturelles, les choses comme ça. Elle a développé ce sens comme ça de, de reconnaître comme ça, si on devait faire le rapprochement avec ce que je disais au début, en gros, elle comprend comment le corps humain, il a envie de dépenser, entre guillemets, son énergie, comment le corps humain il est en mouvement, comment il fonctionne, quoi. Et donc, elle a développé cette perspective, et du coup, maintenant, c'est devenu automatique. Quand elle voit un corps humain, bah, automatiquement, elle sait, quand elle voit une personne bouger, faire des choses et tout, elle sait bah, si elle fait les mouvements comme il faut. Et en fait, je dis ça parce que, en gros, un jour, depuis un an, là, elle a lancé elle fait des cours de yoga et de yoga de Gasquet, pour ceux qui connaissent, c'est pour entraîner justement, c'est du yoga où on va être plus. On va vraiment se concentrer sur. Bah, on fait tout le corps. On va faire des étirements, des exercices sur tout le corps, mais dans le but de vraiment renforcer le bas du dos et au niveau du périnée. Et du coup, bah, quand elle m'a dit qu'elle allait faire ça, moi, j'ai fait le rapprochement déjà parce que je pense que ça peut m'aider. Et et en plus parce que déjà, j'avais remarqué bah, qu'elle expliquait bien les choses, euh, qu'elle qu'elle connaissait le corps humain. Elle était tout le temps en train de me dire oui, bah voilà, par exemple, si dans la posture quand tu es debout, c'est comme ça, pour marcher, c'est comme ça, quand tu es assis devant un ordinateur, vaut mieux être comme ça. Enfin, elle explique vraiment que oui, il faut avoir en gros euh, le- la tête haute, un petit peu le menton reculé en arrière, et vraiment l'impression de tirer la tête vers le haut, comme ça. Et c'est souvent
parce on a souvent tendance à se ravachir un peu, à se recroqueviller sur nous-mêmes. Et en fait, voilà, elle dit que quoi qu'on fasse, il faut essayer de trouver, enfin, il faut essayer de voilà, d'avoir la tête bien droite, tirée vers le haut et le menton un petit peu reculé en arrière. Voilà. Bref, je suis pas kiné, mais en gros, voilà, elle, quand elle a fait ça, bah, j'ai tout de suite fait quelques séances et là, je continue, ça fait 1 an. Et voilà, vraiment, tout de suite, elle a le coup d'œil, elle voit quand on fait mal les mouvements, elle nous corrige, tout ça. Et du coup, c'est hyper intéressant. Et c'est justement parce qu'elle a fait cet effort d'observation, d'aller chercher de l'information, de comprendre les différentes parties du corps humain, comment ça fonctionne, le mouvement, les choses comme ça. Et aujourd'hui, bah, c'est une super prof de yoga, en plus d'être une super kiné. Bref, voilà, on va passer à la partie un petit peu plus solution. Je ne vais pas m'étaler plus sur ce sujet. Et donc, comment est-ce que tu peux trouver des solutions à intégrer dans ton quotidien pour euh, faire plus d'observations et mieux apprendre la nature naturellement, en fait, finalement. Comment, surtout si tu habites en ville, je sais qu'il y en a pas mal qui habitent en ville, qui m'écoutent. Bah, si tu habites en ville, c'est difficile d'être au contact de la nature. Donc, on va voir, il y a plein d'astuces et je vais te donner vraiment plein d'idées, plein de conseils, plein de pistes. Et après, ça sera à toi de voir celle qui te parle le plus. Et surtout, bah, au pire, dis-toi, voilà, là, je vais te donner plein de choses. Essaye au moins d'en intégrer une dans ton quotidien et vois si ça t'apporte du changement. Et voilà, en tout cas, c'est le but. C'est vraiment. Euh, j'ai vraiment. Voilà, j'ai pris des notes. J'ai vraiment. Je suis allé chercher des choses qui sont. Que moi, j'ai pratiquées. Et, et vraiment des trucs pour te connecter à la nature. Bref, donc, déjà, la première chose, c'est de prendre rendez-vous. Quand je parle de prendre rendez-vous, c'est voilà, tu marques ton calendrier. Vraiment, bah, à ce moment-là, je vais, même si c'est pas longtemps, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, c'est comme tu veux par rapport au temps que tu as à disposition, mais noter dans ton agenda ou ta to-do list, je sais pas comment tu t'organises, mais noter, bah voilà, un rendez-vous avec la nature. Donc après, tu peux avoir plusieurs rendez-vous avec la nature. Tu peux par exemple, faire de la méditation dans la nature. Bon, en ce moment, il fait un peu froid. Alors, là, il y a la vague de froid qui est arrivée du côté de chez nous. Là, c'est peut-être pas trop le moment de faire une méditation dans la nature, quoique, on pourrait. Mais voilà, tu peux prendre des rendez-vous avec toi-même dans la nature pour méditer, pour faire de la randonnée. D'ailleurs, cette idée de prendre rendez-vous, moi, c'était je sais pas, à la fin de l'été, enfin, il y a à peu près 6 mois. Je voulais faire plus de rando, plus marcher dans la nature et je remettais toujours à plus tard, oui, bah, je le ferai, puis en fait je le faisais jamais. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je le marque il faut que je le marque dans mon calendrier, et je l'ai marqué dans mon calendrier. Et petit à petit, bah, en fait, bah, j'avais des moments comme ça où je me disais, bah, de toute façon, c'est marqué, je vais aller marcher, je me donnais pas le choix en fait. Et petit à petit, bah, en fait, depuis 6 mois, je marche mais énormément comparé à avant et je suis énormément en contact de la nature. Même l'hiver où on est souvent à la maison, bah là, non, je sais pas que je me force, mais j'ai pris l'habitude, ça y est, d'aller marcher dans la nature, ça me fait du bien. Je sais que ça me fait du bien, alors je vais le faire, même si des fois j'ai pas trop envie. Je le fais et en fait, finalement, après, j'en ressors mieux. Et même, j'ai aussi intégré les marches dans mon quotidien, dans certains de mes déplacements. Du coup, c'est aussi marrant. Enfin, je t'invite vraiment à essayer de mélanger un petit peu là, cette activité comme ça à ton agenda ou ta to-do list. Et donc, tu peux faire de la rando. Aussi, ce que tu peux faire, c'est aller au travail à pied. Alors, ça aussi, je l'avais fait à une époque, à pied ou en vélo. Et au lieu de, je sais pas, peut-être que tu prends la voiture ou tu prends le bus, eh ben, dis-toi, est-ce que tu n'aurais pas moyen de trouver, je sais pas, un chemin pour aller à ton travail qui passe par un parc, par exemple si tu habites en ville, qui passe par un parc ou une avenue avec pas mal de végétation. Euh, Essaye comme ça d'intégrer dans tes déplacements de travail pour aller faire tes courses ou autres, dans tes habitudes comme ça que tu vas faire chaque semaine. Euh, Dis-toi, est-ce que je peux pas me garer par exemple quelques kilomètres avant d'arriver, si par exemple tu habites à la campagne et tu vas en ville, moi c'est ce que je fais, bah, avant d'arriver en ville, bah, est-ce que tu pourrais pas te garer
un petit peu plus avant. Comme ça, en plus, t'éviterais les bouchons, t'éviterais le truc de trouver une place, tout ça. Et voilà, si tu dois faire quelques courses, tu prends un sac à dos. Et pourquoi pas aller en ville à pied et trouver le chemin le plus naturel, le plus sympa. Il y a toujours plein de coins naturels en périphérie des villes. Et voilà, aussi, tu peux combiner. Par exemple, tu peux dire, bah, si ça fait vraiment trop de kilomètres, je peux faire une partie où là, il y a vraiment beaucoup de végétation. Et après, je vais à un arrêt de bus ou à un métro, ou je sais pas. Et hop, là, après, je finis mon trajet euh, en transport en commun. Donc, à toi de voir dans ton quotidien pour aller au travail, faire tes courses ou autre, voir des amis ou de la famille. Est-ce que tu peux pas intégrer comme ça des petites parties dans la nature? Et je te garantis que ça change la vie. Voilà, c'est super. Bref, voilà. Après, ce que tu peux faire, tu peux aussi, moi, enfin, le mois prochain, là, dans l'agenda Nature et Jardin, c'est un mail que j'envoie chaque mois. Donc, si tu veux t'inscrire, tu vas sur lepotagerminimaliste.fr, tu t'inscris et donc tu devrais recevoir tu vas recevoir chaque début de mois deux activités à faire pour jardiner et une activité à faire pour justement te reconnecter à la nature. Et le prochain agenda, là, le prochain mail que tu vas recevoir si tu t'inscris, ça va être justement, je te fais un petit spoil. En gros, je vais t'inviter à aller prendre un petit déjeuner dans ton jardin. Alors, si tu habites à la campagne et que tu as un jardin, bah, je vais t'inviter à aller faire un petit déjeuner. En gros, tu prépares à la veille un petit déj tranquille. Le matin, s'il fait un peu froid en février, tu trouveras bien une journée en février où il fait pas trop froid. Et en gros, je t'invite à aller prendre un petit déjeuner et observer un peu ce qui se passe dans ton jardin. Si tu as un balcon ou une terrasse, bah, ça sera sur ton balcon ou ta terrasse. Si tu as juste un rebord de fenêtre, bah, tu ouvres la fenêtre un petit moment et tu fais un petit déjeuner et tu observes ce qui se passe. Et si tu n'as ni l'un ni l'autre, quand même la fenêtre, je pense qu'on l'a tous, tu peux aussi faire ça dans la nature. Mais c'est vraiment, voilà, je t'invite à faire ça bah, chez toi, ce serait beaucoup mieux et ça te permettrait aussi d'observer un peu ce qui se passe dans ton jardin. Mais tu peux aussi très bien le faire à l'extérieur, c'est toi qui vois. Donc ça peut être aussi une bonne idée pour se reconnecter à la nature, de temps en temps, faire des petits déjeuners dans son jardin ou quoi. Tu peux aussi faire de la photo. Peut-être que tu as un appareil photo hyper classe, ou même maintenant avec nos téléphones, on peut faire des très bonnes photos. Et ben, tu peux te dire, bah voilà, je vais faire de la photo, pourquoi pas. Mon truc, ça va être de photographier, je sais pas, tous les pissenlits, ou photographier les paysages, ou essayer de photographier les montagnes de tous les points de vue autour de chez moi. Je sais pas, mais en gros, tu peux te dire, bah voilà, je vais aller faire de la photo, et là, pareil, ça va t'inciter à aller regarder ce qui se passe dans la nature, dans le décor. Après, voilà, si tu fais des photos de monuments ou des choses comme ça, ouais, ça va être un peu plus compliqué. Mais voilà, faire de la photo nature, quoi. Et aussi, ce que tu peux faire, c'est, si tu as un chien, de sortir, peut-être dans les endroits où il y a un petit peu plus de nature, ça pourrait être sympa, ça permettrait aussi d'être au contact de la nature. Ensuite, moi, une autre chose qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est de m'intéresser aux plantes comestibles. Les plantes sauvages et comestibles, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, vraiment, ça m'a débloqué plein de choses. Et une fois que... En fait, ce que je t'invite à faire, c'est fais-toi ta première soupe d'ortie. En général, voilà, ça se fait plus au printemps ou à l'automne. Euh, mais finalement, on peut quasiment toute l'année trouver de l'ortie. Et voilà, je t'invite à te faire ta première soupe d'ortie. Euh, Première récolte. Bon, attention, voilà, il y a une technique pour la cueillir, je te laisse te renseigner, mais en gros, tu vas la coiffer, entre guillemets, du bas vers le haut, avec tes doigts, comme ça, pour aplatir les épines avant de vraiment l'accueillir, la pincer, tout ça. Mais bref, franchement, le fait de s'intéresser aux plantes comestibles, ça va vraiment attiser, enfin, ça va vraiment voilà, rendre ton œil curieux, ça va vraiment ajuster ton œil comme ça, ajuster ta curiosité. Et, euh, et voilà, je t'invite vraiment à observer, à aller voir euh, bah, voilà, quel est le nom de la plante, si elle est comestible ou pas. Et au final, en commençant à faire une première recette sauvage, bah, après tu vas vouloir en faire une autre, puis une autre, puis une autre. Et petit à petit, bah, moi d'année en année, là, ça fait déjà 3 ou 4 ans que je m'intéresse sérieusement aux plantes sauvages et comestibles surtout. Bah voilà, chaque année,
je récolte de nouvelles choses, je me fais des tisanes, je fais sécher les plantes, après je peux me faire des tisanes, enfin, je me fais des soupes d'ortie, des thés de chai à la racine de Benoît, c'est vraiment pas mauvais. Voilà, il y a plein de choses à faire, je te laisse te renseigner aussi par rapport à ce que tu as autour de chez toi. Mais voilà, c'est vraiment un super. Enfin, en même temps, tu vas comprendre, enfin, tu vas t'intéresser à la nature, du coup, tu vas ajuster ton œil et ton regard, et en plus, bah voilà, tu vas pouvoir faire de la récolte. Et ça, c'est intéressant, surtout quand on s'intéresse comme nous au potager, aux plantes comestibles et tout. Donc voilà. Ensuite, ce que tu peux faire, ben, c'est si ça t'intéresse pas vraiment la cuisine sauvage, tu peux tout simplement t'intéresser à la faune et la flore, hein, tout simplement. Tu peux te faire un herbier ou tu peux, je sais pas, faire des photos d'animaux, des choses comme ça aussi. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur YouTube où je suis allé faire d'observation animale. Je suis allé observer la marmotte dans le Vercors et je donne quelques conseils pour faire une première observation. Donc si ça te dit d'aller me voir crapahuter dans le Vercors à la recherche de la marmotte pendant 2 heures, voilà, tu vas sur YouTube et tu devrais trouver la vidéo. Et voilà, et donc tu peux observer les animaux, les plantes, et tu peux aussi observer tout simplement les étoiles. L'été, je sais que ça a un peu rien à voir avec la nature, mais voilà, quand tu observes, l'observation, ça se fait aussi avec les cinq sens. Ça se fait pas que avec la vue, Ça se fait aussi par l'ouïe, par le toucher, par l'odorat, par le goût. Donc vraiment, juste le fait aussi d'être posé comme ça dans la nature, d'observer les étoiles, et ben voilà, tu vas être à un endroit, tu vas chercher un endroit un peu calme, un peu isolé, donc tu vas te retrouver dans la nature, tu vas peut-être voir des animaux, tu vas entendre des choses. Du coup, voilà, le monde de la nuit aussi, il est sympa, il y a des belles étoiles à observer, donc ça aussi, ça peut être une activité sympa. Voilà quelques conseils d'application sur smartphone. Moi, j'utilise PlanteNet, c'est pour moi l'application de base. PlanteNet, c'est pour reconnaître les plantes. Donc, tu prends une photo, soit de la feuille, de la fleur ou de la plante en général, et là, l'application te donne le nom quasi sûr de la bonne plante. Voilà, après, tu as d'autres applis pour les champignons. Les champignons, je m'y suis pas encore mis sérieusement. Voilà, j'ai quelques bouquins. J'ai déjà fait de la reconnaissance de champignons, mais voilà, si c'est pas moi qui. Je mange pas des champignons que je vais cueillir personnellement pour l'instant. Mais voilà, il y a une application qui est plutôt pas mal. J'en ai pu tester plusieurs il y a l'année dernière là. Cette année, je me suis pas trop intéressé. Mais l'année dernière, j'avais essayé donc Champignouf. Voilà, c'est une application sur smartphone et c'est celle qui avait pour moi le mieux fonctionné, la plus simple d'utilisation et qui avait donné vraiment des résultats intéressants. Et puis voilà, après il y a aussi une application qui s'appelle IPNP Espèces où là tu auras une carte avec autour de toi des espèces de plantes ou d'animaux et tu peux t'amuser à aller les chercher, tout ça. Donc ça peut être sympa aussi. Une manière ludique d'utiliser son téléphone et d'apprendre la nature en même temps. Et puis voilà, tu peux aussi voyager vers de nouveaux horizons. Comme je disais, moi je suis allé à la montagne observer la marmotte. Et ben à la montagne, c'est pas les mêmes plantes qu'il y a autour de chez moi. Et le fait justement de voir des plantes qui appartiennent à un autre milieu naturel que celui que tu as l'habitude de voir, et ben ça va te faire réaliser que en fait les plantes, tu vas dire, ah bah tiens, y a pas cette plante. Ou quand tu vas revoir cette plante vers chez toi, tu vas dire, bah ouais, finalement, cette plante, elle fait vraiment partie d'un certain contexte. Voilà, elle va souvent être là quand il y a une plaine, quand il y a une forêt. Donc c'est pour ça, ce qui est intéressant, c'est quand tu vas voir qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui pousse surtout, ou quels animaux il y a dans la forêt, quelles plantes dans la montagne, dans le bord de mer, dans les marais, dans les tourbes, dans différents milieux comme ça, quand tu vas aller observer, bah, tu vas te rendre compte des différences qu'il y a entre chaque milieu et ça va aussi t'aider à euh, mieux te rappeler de différentes plantes, mieux te souvenir des plantes. Et voilà. Mais bon, je parle beaucoup de plantes, mais voilà, les animaux aussi, ça compte. Et voilà, l'important, c'est de se confronter à différents milieux. Ça te permet aussi de comprendre aussi que des fois, tu vas faire des centaines de kilomètres et tu vas retrouver les mêmes plantes au final parce que c'est le même milieu. Tu vois, tu vas peut-être pouvoir, tu vois, un jour, tu vas peut-être aller
à l'autre bout de l'Europe, et tu vas te dire, bah finalement, il y a les mêmes plantes que vers chez moi. Voilà, c'est aussi bien d'aller comprendre un peu comment ça se passe ailleurs pour mieux retrouver ce qui se passe vers chez soi. Et voilà, un dernier petit conseil aussi, enfin, dernière petite indication. En gros, ouais, je t'invite à créer une zone 5 dans ton jardin. Alors, qu'est-ce que c'est une zone 5? En gros, en permaculture, il y a 5 zones. On va dire, voilà, si tu as un site, un terrain, une terrasse ou un balcon à aménager, en gros, on va définir 5 zones. La première zone, c'est là où tu vas être le plus souvent. La deuxième zone, un petit peu moins souvent. La troisième zone, ainsi de suite. Jusqu'à la cinquième zone. Et la cinquième zone, c'est tous les endroits où tu vas pas du tout intervenir. Tu vas juste faire de l'observation de cette zone, en gros. Donc, voilà, je t'invite à avoir, même dans un tout petit jardin, essaye d'avoir une zone 5. C'est vraiment hyper intéressant de laisser comme ça la nature faire ce qu'elle veut. Même un pot de fleurs, bah voilà, tu peux avoir un pot de fleurs où tu fais rien en fait. Et tu vois ce qui pousse, tu vois ce qui se passe. Ça peut être aussi intéressant si tu as un petit espace de mettre un petit pot de fleurs et se dire bah voilà, ce pot de fleurs je ne touche pas. Et voilà, si tu as un plus grand jardin, même un petit jardin de quelques centaines de mètres carrés, ça peut être aussi hyper intéressant de laisser un coin comme ça sauvage et voir ce qui se passe et observer. Et après, voilà, c'est comme ça que tu vas pratiquer, aiguiser ton regard et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a aidé, j'espère que tu vas appliquer au moins une de ces recommandations que je te fais. Et voilà. Bah écoute, je vais vous laisser là-dessus. Et juste, oui, j'ai mis dans la description un lien vers un questionnaire. Donc voilà, ça m'intéresse d'avoir un petit peu un retour de ta part par rapport aux épisodes de podcast. Donc voilà, en description, tu as le lien. Il y a quoi 3 ou 4 questions, ça prend pas énormément de temps. Et comme ça me permet euh, d'améliorer, d'avoir vos retours et d'améliorer ce podcast. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, bon début de journée, tout dépend à quelle heure vous écoutez cet épisode, et on se retrouve pour le prochain épisode. Salut!